Hello les amigos, c'est Loïc, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un type de vidéo que je n'ai jamais encore fait sur ma chaîne YouTube. On est dans la période d'Halloween et c'est le moment où on vous raconte des petites histoires qui vous font peur, qui vous font frissonner. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo où je vous raconte des histoires, mais pas des histoires d'esprit un peu comme on a l'habitude d'en voir sur YouTube, et c'est d'ailleurs des vidéos que j'adore. J'ai voulu un peu changer la donne en vous racontant des histoires vraies de crash aérien ou en tout cas disparition d'avions non résolues. Pour moi, les histoires non résolues comme des disparitions de personnes, des faits inexpliqués, etc. c'est vraiment quelque chose qui me fascine, ça me frustre. Et ça me fait peur aussi, on va dire. Donc je pense qu'on est dans le thème pour ce fameux fin de mois d'octobre. Par contre, sachez d'entrée de jeu qu'on ne va pas du tout parler du vol MH370 de Malaysia Airlines. Il y a assez de vidéos sur cette plateforme et aussi en documentaire sur le sujet. Donc on ne va pas du tout aborder ça. On va aborder aujourd'hui des histoires plutôt inconnues du grand public. Avant de commencer cette vidéo, disclaimer. Je ne suis pas journaliste, sachez seulement que j'ai énormément bossé sur cette vidéo pour vraiment vous raconter des histoires complètes. J'ai fait pas mal de recherches sur internet, que ce soit des sites français ou aussi des sites étrangers. J'ai aussi passé au crible des forums de discussion pour vraiment vous faire un package complet et de louper, on va dire, aucune information pertinente et en tout cas nécessaire pour la vidéo. Voilà, vous le savez, je ne fais jamais les choses à moitié quand je me lance dans quelque chose. J'aurai donc aujourd'hui 3 histoires à vous raconter et sans plus attendre, commençons tout de suite par la première histoire. Il était pas mal ce petit générique. Donc dans cette histoire, on retourne une petite trentaine d'années en arrière, le 25 août 1989 précisément. Ce matin-là, David Butts, qui est professeur de géographie et d'études touristiques, était au Pakistan. David était vraiment super heureux parce qu'il avait terminé avec succès une saison de recherche de 3 mois et c'était le moment pour lui de commencer son gros trajet retour pour rentrer chez lui au Canada. Il marchait du Park Hotel, donc c'est un hôtel qui est situé pas loin de l'aéroport de Gilgit. Et aussi grâce à l'influence d'amis bien placés à Gilgit, il a réussi à avoir un billet confirmé sur le vol PK404 qui reliait Gilgit à Islamabad. Et c'était quelque chose qui était relativement compliqué à avoir. Et après tous ses précédents voyages qu'il avait fait pendant ces 3 mois de recherche, comment vous dire qu'il était super content d'enfin prendre l'avion et d'être dans un endroit vraiment tout confort. Alors qu'il marchait vers l'aéroport avec son gros sac à dos qui était super lourd et d'autres bagages, il croise à ce moment-là un ami à lui dans sa camionnette. Cet ami s'appelle Michael John Cove et il lui demande en fait quand il le croise, qu'est-ce que tu fais là? Donc David lui dit, je vais prendre l'avion direction Islamabad, donc je pars à l'aéroport. Michael lui répond, ah bah tiens, c'est une coïncidence parce que moi aussi je vais à Islamabad, donc là j'y vais en camionnette, donc monte dans la camionnette et on y va ensemble. Pourquoi on partirait pas ensemble là-bas? David lui répond, parce que j'ai payé mon billet d'avion en fait. Michael, qui s'y connaît un tout petit peu, regarde le ciel et il lui dit, là t'as peu de chance que ton vol décolle parce que c'est vraiment très nuageux, donc soit tu viens avec moi, on y va en camionnette et il n'y a aucun souci, ou soit tu vas à l'aéroport et là tu risques d'être complètement bloqué. Donc à savoir, comme vous avez pu le deviner, que les vols en provenance de Gilgit ne peuvent décoller que par beau temps. Donc notre très cher David a dû faire un choix, mais il ne savait pas du tout qu'à ce moment-là, son choix allait être crucial, puisque Michael avait beaucoup plus l'habitude que lui à prendre un vol au départ de Gilgit. David se dit à ce moment-là, il a raison, donc il accepte l'invitation et il monte directement dans sa camionnette. Pendant ce temps, et même avec la situation un peu nuageuse au niveau de Gilgit, le vol PK404 est maintenu et il décolle précisément à 7h36 du matin. Donc David et Michael sont dans la camionnette, il y a une journée en tout pour aller à Islamabad. Dès qu'il arrive là-bas, il prend un taxi pas cher pour aller dans son hôtel, histoire de se reposer quelques jours avant de prendre son vol international pour partir après direction le Canada. À ce moment-là,
moment-là, vous savez très bien que les moyens de communication n'étaient pas comme ceux qu'on a actuellement. On est en 1989. Donc lui, à son arrivée à Islamabad, il a aucun moyen de communication, mais rien du tout. Ni la télé, ni la radio, rien. Et pendant tout le temps où il se reposait dans la chambre d'hôtel, il n'a pas non plus acheté un journal en anglais. C'est donc 2 jours plus tard qu'il a passé un coup de fil à sa femme Nancy pour lui dire sa date et son heure d'arrivée au Canada. Donc Nancy, au téléphone, dès qu'elle décroche, elle lui dit « Mais je me suis fait un sang d'encre, j'ai pas eu du tout de nouvelles de toi et j'ai vu aux infos qu'il y a eu une disparition d'un vol. » Et ce vol, vous vous en doutez, c'est le PK 404. C'est alors 2 jours plus tard que David apprend la fameuse nouvelle de la disparition de l'avion qu'il devait prendre. Nancy, de son côté, elle avait accès vraiment aux informations, donc elle a su vraiment le jour même de la disparition du vol PK 404 et elle a passé 2 jours à se demander est-ce que David a fait partie de ce vol ou pas, et elle n'avait aucune nouvelle de son mari pendant 2 jours. Il s'est donc avéré que le vol PK 404 a décollé de l'aéroport de Gilgit. Il a perdu le contact radio 9 minutes plus tard après son décollage et il a disparu avec ses 49 passagers à bord et ses 5 membres d'équipage. Et encore aujourd'hui, aucune nouvelle de cet avion, rien n'a été retrouvé. La seule supposition, c'est qu'il se serait crashé dans l'Himalaya. Donc sans le savoir, Michael a sauvé David d'une mort prématuré, on va dire, parce qu'il était âgé seulement de 28 ans à ce moment-là. Encore à l'heure d'aujourd'hui, il se demande qui parmi tous les passagers qui étaient en attente a pris son siège, échangeant, on va dire, par inadvertance, la vie de quelqu'un d'autre contre la sienne. Et voilà, pour la première histoire, on passe maintenant à la deuxième histoire. On est dans cette histoire à l'aéroport de Luanda. Dans cet aéroport se trouve un avion qui est cloué au sol depuis 14 mois. Cet avion, c'est un Boeing 727-223 qui a appartenu pendant 25 ans à American Airlines et qui s'en est ensuite débarrassé. Après un conflit avec la société de leasing qui le possédait ensuite et la compagnie angolaise pour laquelle il volait, l'avion a donc été cloué au sol à ce moment-là. La compagnie aérienne décide d'engager 2 personnes qui vont s'occuper de la maintenance de l'avion afin de le remettre en état de voler. Ces 2 hommes s'appellent Benjamin Padilla et John Mutantu. Je ne sais pas si j'écorche les noms, vous m'excuserez si c'est le cas. Ces 2 hommes ont donc travaillé avec des mécaniciens angolais pour pouvoir préparer l'avion au sol. On est à ce moment-là le 25 mai 2003. Le soleil commence à se coucher, donc là il est environ 17 h en heure locale. Benjamin Padilla et John Mutantu monte à bord de l'avion. À savoir qu'aucun de ces 2 pilotes était qualifié sur cette machine. John Mutantu n'a jamais piloté et Benjamin Padilla possède seulement une licence pour piloter des avions légers. Et comment vous dire, un 727, ce n'est pas très léger. On est sur un avion de 46 mètres, les amigos. À ce moment-là, les personnes qui sont dans la tour de contrôle aperçoivent l'avion qui est là en fait depuis 14 mois, qui n'avait pas bougé, allumer ses moteurs et commencer à rouler sur le tarmac d'une manière un peu plutôt incertaine. Sauf qu'aucune autorisation de décoller n'a été donnée par les contrôleurs aériens, vous le pensez bien, ils sont là en train de regarder en mode the fuck. Donc ces derniers tentent directement de communiquer avec les pilotes, mais il n'y a aucune réponse de leur part. L'avion s'aligne sur la piste de décollage, aucune lumière, transpondeur éteint. Pour vous expliquer simplement, le transpondeur c'est fait pour localiser l'avion. Et l'avion met les gaz, décolle et se dirige en direction du sud-ouest au-dessus de l'Atlantique. À partir de ce moment-là, ni l'avion ni les 2 hommes n'ont été retrouvés. Seule chose que l'on sait, seul indice, c'est que l'avion avait du carburant pour faire maximum 2400 km de distance. C'est tout. Petite pause, on est d'accord que 2 mecs sans formation au préalable ont réussi à faire décoller un avion et à se tirer au calme sans souci. Eh ben ouais, chapeau l'artiste. À savoir qu'ensuite il y a eu énormément d'incohérences sur le sujet parce que beaucoup de choses sont tombées. Certaines personnes disent qu'il n'y avait qu'une seule personne aux commandes et que cette personne était Benjamin Padilla. D'autres personnes disaient je suis sûr qu'il y avait 2 personnes aux commandes. Donc bon, si vraiment Benjamin Padilla était la seule personne aux commandes et à faire décoller l'avion, il est où l'autre?
Car après cet événement, on va le rappeler, les deux personnes sont introuvables. Il y a eu ensuite pas mal de théories sur l'événement, il y a eu des enquêtes qui ont été faites par toutes les autorités possibles. Il y a la famille de Benjamin qui a été interrogée et qui le soupçonnait littéralement d'avoir été aux commandes de cet avion et qu'il se soit probablement écrasé soit en mer ou soit en Afrique, ou alors, autre théorie, retenu contre son gré quelque part. Bref, à ce jour, 19 ans après, impossible de savoir la réelle conclusion de cette histoire. Aucun nouvel indice, rien du tout. Donc on ne sait pas où est l'avion à l'heure actuelle et où sont Benjamin Padilla et John Mutantu. Pour les théories, il y en a plusieurs et je vous laisserai me dire la théorie qui vous paraît la plus logique dans cette histoire. Pour vous en tout cas. Première théorie, Padilla et Mutantu ont été piégés par des terroristes à bord de l'avion et ces terroristes auraient pris l'avion pour emmener l'avion quelque part et avec eux aussi à bord. Deuxième théorie, l'avion a été désossé dans un endroit pas loin de l'aéroport pour être revendu, on va dire, en pièces détachées. Troisième théorie, l'avion s'est écrasé en mer peu de temps après le décollage. Quatrième théorie, le gouvernement angolais ou américain l'a abattu en vol. Cinquième théorie, l'avion est parti en Tanzanie. Pourquoi je sais pas, ça fait partie des théories qui étaient données. Et sixième théorie, l'avion est parti direction le nord et a disparu pas loin du Kinshasa. C'est donc à ce moment des faits, donc en 2003, le plus gros avion à avoir disparu sans laisser de traces. Voilà donc pour cette deuxième histoire, nous pouvons passer maintenant à la troisième et dernière histoire. Pour cette histoire, on va retourner beaucoup plus en arrière, en 1962. On est en pleine guerre du Vietnam à ce moment-là. Notre personnage de l'histoire, Donald Sargent, sort à peine de l'école à 22 ans et il s'engage dans l'armée. Il a 2 sœurs et un frère et à ce moment-là, il est contacté pour faire partie d'une équipe pour partir dans une mission tenue secrète concernant cette fameuse guerre du Vietnam. Il est temps de partir de chez lui et de dire au revoir à ses parents, frères et sœurs. À ce moment-là, il a vraiment du mal à dire au revoir à toute sa famille et au bout du 3e énorme câlin, il dit à tout le monde « Bon, c'est le moment, il va falloir que j'y aille, mais par contre je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais revenir. » À ce moment-là, personne n'est au courant qu'il ne reviendra jamais. Donald Sargent monte alors à bord de son avion. C'est un Lockheed L1049H Super Constellation qui est âgé à ce moment-là de 5 ans. Il transporte avec lui 11 membres d'équipage civils américains et 96 passagers militaires. Le vol est exploité par Flying Tiger Line en tant que vol charter numéro 739. Le 14 mars 1962 à 5h45 du matin, l'avion décolle de sa base aérienne de Travis en Californie. La destination finale, c'est l'aéroport de Saigon. Il y a 4 arrêts de ravitaillement de prévus: Honolulu, Wake Island, Guam et aussi la base aérienne de Clark aux Philippines. Tout se passe bien, l'avion arrive à son 3e arrêt de ravitaillement à Guam le 15 mars, donc un jour plus tard. Il atterrit à 11h14 du matin. Il était juste un peu en retard à cause d'un entretien mineur sur les moteurs 1 et 3 à Honolulu et aussi à Wake Island. L'avion part ensuite de Guam à 12h57 pour une arrivée prévue aux Philippines, donc le dernier arrêt de ravitaillement à 19h16. 80 minutes après son décollage, le pilote diffuse un message de routine pour donner sa position. À partir de ce moment-là, l'opérateur radio de Guam commence à avoir des difficultés à rentrer en contact avec l'avion. À 15h39 précisément, il tente de recontacter l'avion pour avoir vraiment des précisions sur sa position, mais aucune nouvelle de l'avion. Donc à partir de ce moment-là, vous connaissez le thème de la vidéo, l'avion est disparu sans laisser de traces. Le 16 mars 1962, l'avion est officiellement déclaré disparu et c'est alors que commence la plus importante des recherches aériennes et maritimes de l'histoire du Pacifique. C'est, tenez-vous bien, 370 000 km² qui sont fouillés en 8 jours. Bref, tout le monde est dessus et après 8 jours à fouiller sans relâche, les recherches sont abandonnées et aucun débris de l'avion n'a été retrouvé. Le seul indice connu, c'est un pétrolier libérien qui aurait soi-disant vu une boule de lumière dans le ciel très vive, suivie de 2 boules de feu qui sont tombées dans l'océan
et la position que le pétrolier du coup a donnée, c'était la position qu'aurait dû avoir l'avion 90 minutes après son décollage. Donc ça se tient, on va dire, au niveau de cette histoire, mais même avec ça, aucun débris de l'avion n'a été retrouvé. Le rapport d'incident a donc conclu que tous les facteurs pertinents a tendance à indiquer que l'avion a été détruit en vol, mais que cependant, en raison de l'absence de preuves à l'appui, la commission n'est pas en mesure d'énoncer vraiment avec certitude le sort exact de l'avion. Voilà. La pauvre famille de Donald Sargent reçoit alors un télégramme annonçant la mort de ce dernier. Pour la mère de Donald, c'est impensable. Elle est dans un énorme déni. Elle se dit qu'il va bientôt revenir à la maison, qu'il va passer la porte d'entrée. Elle en est persuadée. La famille reçoit alors une boîte avec tous les effets personnels de Donald à l'intérieur et la mère de Donald refuse de l'ouvrir. Elle dit « il l'ouvrira quand il rentrera à la maison ». Elle a gardé cet espoir et cette pensée qu'il était encore vivant jusqu'à sa propre mort. Malheureusement, il n'y a eu aucun enterrement militaire, donc très compliqué de faire son deuil pour la famille entière. Et en plus de ça, la famille a reçu un message leur annonçant que toutes les personnes qui étaient à bord de cet avion ne seront pas inscrits sur le mémorial des anciens combattants du Vietnam parce qu'ils ne sont pas morts au combat, selon eux. Donc encore un coup dur pour la famille de Donald ainsi que la famille en fait de toutes les personnes qui étaient à bord de cet avion. C'est comme si en gros ils n'existaient pas, comme si ils étaient totalement morts pour rien et pouf, voilà, disparus. Et 60 ans après, les familles se battent encore pour que leur nom soit enfin affiché sur le mémorial. Et bien voilà les amigos pour mes 3 histoires d'avions disparus sans laisser de traces. J'espère que les histoires vous ont plu. Je sais pas pour vous, mais moi c'est exactement comme je vous ai dit en début de vidéo. Je suis super frustré de ne pas savoir vraiment à 100% ce qu'il s'est passé pour ces 3 histoires. On ne sait pas vraiment la totalité et surtout pour la deuxième histoire. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires celle que vous avez préférée de votre côté, si c'est la numéro 1, 2 ou 3. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. On est vraiment de plus en plus et ça me fait super plaisir. On va arriver bientôt à la barre des 20 000 abonnés, c'est juste dingue. Donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, profitez de la vie, amusez-vous, faites des trucs de fou, mais surtout soyez heureux. Les amigos, c'est très important, comme d'habitude. Allez, ciao.